Passé le cap du premier trimestre des 3 mois, je suis mais en pleine confiance, très sereine par rapport à cette grossesse parce que je suis convaincue, comme quasiment je pense tout le monde, que plus rien n'est arrivé parce qu'on n'entend pas qu'il peut arriver quelque chose après ce fameux cap. Donc il m'annonce avec maladresse que mon enfant est atteint de trisomie 18. Il ne connaît pas cette maladie, je ne comprends même pas de quoi il me parle. Et quand j'ai rendez-vous avec ce gynécologue, la seule option qu'il me propose, c'est celle-là. Il ne me parle de rien d'autre. Bienvenue dans How Did You Survive, le podcast qui traite de courage, de force et de résilience. How Did You Survive veut dire comment as-tu survécu? Aujourd'hui, c'est Johanna qui va nous parler de son histoire. Alors Johanna, tu es thérapeute spécialisée dans le deuil périnatal. Tu accompagnes les couples et les mamans à surmonter la perte de leur enfant dans la bienveillance. Tu as effectué ta reconversion professionnelle après que ton petit ange Angelina soit venu au monde. Et tu rends hommage à chacun de nos bouts de chou qui s'en est allé en lui souhaitant un bel anniversaire avec un joli post qui lui est dédié. Donc, Johanna, welcome chez How Did You Survive? Merci d'avoir accepté cette interview. Merci à toi de m'avoir invité, effectivement, de me laisser, de me donner l'occasion de pouvoir m'exprimer sur le deuil périnatal, qui est effectivement un sujet tellement tabou, et de faire élever nos voix pour qu'on puisse être entendu, puisque c'est vrai qu'on est très invisible en tant que mère, et puis effectivement faire passer des messages de, comme tu dis, alors je vais pas le dire en anglais, mais dis-nous à la perte d'un enfant au quotidien et comment on apprend à vivre par la suite, parce que c'est un long combat quotidien, effectivement, de pouvoir survivre à son enfant. Oui. Alors Johanna, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton histoire et de celle d'Angelina? Oui, bien sûr, Sophia. Je suis effectivement là aujourd'hui pour vous partager notre histoire, à moi, Angelina, et à notre famille. En fait, cette histoire, elle commence comme pour bon nombre de parents, par un désir profond d'enfant. Alors en ce qui me concerne, effectivement, j'ai déjà des enfants, j'en ai 3, mais moi j'ai profondément envie, depuis que je suis petite, d'avoir une grande famille. Je suis issue d'une grande famille, mon mari est issu d'une grande famille, 5 enfants pour moi, 8 enfants pour lui, donc 3 enfants, il m'en fallait absolument, il fallait le petit dernier, quoi. Donc j'ai mis plusieurs années à faire en sorte que mon mari rejoigne ce projet, parce que il ne comprenait pas très bien ce désir profond que j'avais. Et pendant toutes ces années où lui était dans la réflexion, moi j'étais vraiment dans l'émotion, j'imaginais cet enfant, ouais, et puis je l'imaginais, je me projetais, enfin, moi c'était mon projet de vie, quoi. Je voulais absolument un 4e enfant. Et donc voilà, il existait déjà dans ma tête et mon cœur. Donc ça, c'est vrai que c'est important des fois de le souligner, parce qu'on pense que des fois qu'on accouche, qu'on est mère, mais des fois on est mère d'un enfant bien avant. Et voilà, j'étais vraiment mère de cet enfant pendant des années, quoi. Et il a fini, voilà, effectivement par céder. Et voilà, pour trouver le consensus, ok. Et mais ça a duré quand même 3 ans, 3 ans de réflexion, donc 3 ans d'attente pour moi. Et c'est vrai que quand on a pris les essais, on a fait les essais, ça a pris tout de suite. Donc moi j'étais un bonheur immense quand j'ai découvert le test de grossesse, et j'ai surinvesti tout de suite ma grossesse. J'ai arrêté de travailler parce que j'approchais de la quarantaine, j'étais très précieuse, j'avais peur qu'il m'arrive quelque chose à moi ou au bébé, du moins en tout cas dans le fameux premier trimestre. Passé le cap du premier trimestre des 3 mois, je suis en pleine confiance, très sereine par rapport à cette grossesse, parce que je suis convaincue, comme quasiment je pense tout le monde, que plus rien n'est arrivé parce qu'on n'entend pas qu'il peut arriver quelque chose après ce fameux cap. Alors vers 15 semaines à peu près, j'ai l'appel de mon gynécologue. C'est un samedi matin, donc je sais que c'est pas de bonne augure qu'on nous appelle comme ça un week-end. Et donc il m'annonce les résultats du DPNI,
Le DPNI, en fait, c'est le diagnostic prénatal non invasif des trisomies 13, 18 et 21 que j'avais fait en amont après le tri-test. Mon tri-test était très bon, j'avais 1 sur 750. Je trouvais ça vraiment raisonnable par rapport à mon âge. J'imaginais pas 2 secondes le drame qui allait se passer par rapport à son annonce, quoi. Donc, il m'annonce avec maladresse que mon enfant est atteint de trisomie 18. Je ne connais pas cette maladie, je ne comprends même pas de quoi il me parle. Et je suis persuadée, je suis dans le déni et le choc, hein, la sidération, pour moi, il se trompe déjà. C'est évident que mon enfant n'a rien, puisqu'on a passé le cap des 3 mois, tous mes enfants sont en bonne santé, j'ai pas de soucis génétiques dans ma famille. Donc, je suis dans le déni le plus total et je m'accroche désespérément à l'espoir d'un faux positif ou que lui-même s'est trompé ou qu'il y a une inversion dans les dossiers. Enfin, bref, tout ce que je peux, à quoi je peux m'accrocher, je m'y accroche, quoi. Malheureusement, la myosynthèse confirmera le diagnostic 2-3 semaines plus tard. Et comme la trisomie 18 est une maladie, enfin un syndrome malformatif, du coup ça me donne droit à l'interruption médicale de grossesse. Et quand j'ai rendez-vous avec ce gynécologue, la seule option qu'il me propose, c'est celle-là, l'interruption médicale de grossesse. Je veux dire, il ne me parle de rien d'autre. Je suis à peu près, pour comprendre le contexte, à 19 ou 20 semaines, au moment où on propose l'IMG. Et avant 22 semaines, il y a la possibilité d'accoucher sans le geste médical de la part de l'équipe gynécologique, c'est-à-dire que le bébé va décéder suite aux contractions, puisque on n'a pas atteint le seuil de viabilité des 22 semaines. Ou après 22 semaines, il y a un geste technique, donc de l'équipe gynécologique, qui est le féticide, c'est-à-dire qu'on ingère un produit dans le cordon ombilical, afin d'une part d'endormir le bébé et d'autre part d'arrêter son cœur. Donc le gynécologue est en train de m'expliquer en fait qu'il me reste 2 semaines pour faire mon choix, quoi. Et excuse-moi de te couper. Alors du coup, le gynécologue, il l'a avancé comment? Est-ce qu'il t'a posé une question? Est-ce que c'était à toi à choisir oui ou non, ou est-ce que c'était une proposition un peu plus douce? Alors très honnêtement, le gynécologue était, il n'était pas vraiment dans la douceur, il était dans un côté très médical, très pathologique. Au moment où il est en train de me parler, moi je suis avec ma boîte de mouchoirs, bien évidemment, je le sens bien aussi mal à l'aise en face, hein. Je pense que c'est à son niveau aussi, à lui, des nouvelles qui sont extrêmement difficiles à annoncer. En plus, en face, on se retrouve avec une maman qui est impuissante et qui comprend pas trop ce qui lui tombe dessus. Mais il y a eu un vrai manque de douceur parce que c'est la seule option qu'on me propose et je me sens bousculée, en fait, dans ma prise de décision. Donc, on me déroule un processus de l'IMG parce qu'on voit la pathologie du bébé et parce qu'on me voit comme une patiente. Alors que moi, à cet instant-là, je porte la vie. Ma fille bouge dans mon ventre. Donc j'apprends que c'est une fille d'ailleurs, puisque la myosynthèse m'a permis de le savoir. Donc ma fille est en train de bouger dans mon ventre. On parle de la mort alors que moi je porte la vie et je suis profondément attachée à mon enfant et je me sens absolument pas prête et je pense que personne n'est prêt de toute façon à prendre ce genre de décision, Sophia. Donc je suis vraiment bousculée dans ma prise de décision parce que c'est pour moi inconcevable et urgent. Déjà les deux font non-sens pour moi. Donc je me sens absolument pas prête de toute façon à ce moment et par la violence des propos puisqu'on est dans le processus de l'IMG et par rapport au choc et à la sidération qui sont en moi en Oui. fait, hein. Surtout que c'est pas une maladie que tu ressens. Toi, tu ressens ta fille qui bouge. Oui. Il y a pas concrètement, il y a pas de maladie, on voit rien. C'est invisible parce qu'en plus, il y a dans toutes les petites échos qu'on a fait, on n'avait pas encore fait l'écho morpho. Enfin, en tout cas, il y avait rien. Moi, la clarté nucléaire était bonne, le cœur battait. Enfin, elle avait 2 bras, 2 jambes. Pas non plus de signes annonciateurs de pathologie aussi grave au point d'interrompre en tout cas la grossesse. À cet instant, la seule question que j'ai en tête, c'est pas de savoir comment je vais tuer mon enfant. Hein. Parlons crûment, mais c'est vraiment faire avant ou après 22 semaines. Moi, la seule question, c'est déjà pourquoi. Je suis vraiment dans la quête de sens. Pourquoi ça nous arrive à nous?
pourquoi la trisomie 18, qu'est-ce que c'est que cette maladie, et surtout pourquoi personne ne peut la soigner. Enfin, je veux dire, on est dans une technologie de pointe, on pense, enfin, les médecins, pour moi, sont puissants et savent tout faire, et on est en train de me dire qu'on peut pas sauver mon enfant, quoi. Donc, à cet instant-là, j'ai besoin de cheminer avec mon mari, donc on se retrouve tous les deux, et je décide vraiment de ralentir le temps. Tout va trop vite. C'est-à-dire, entre le choc, l'annonce, le choc et la prise de décision, je peux pas le faire en 5 minutes. Donc, je décide vraiment de me recroqueviller dans une bulle, en fait, de prendre le temps de la réflexion avec mon mari. Lui, c'est vrai qu'il est quand même plutôt d'accord avec les recommandations du service gynécologique. Ce que je comprends, même si ces mots me transpercent le cœur à l'instant T, je peux le comprendre parce que il veut pas repousser l'inévitable. De toute façon, notre enfant est mourant. Notre enfant, elle va soit décéder in utero, soit elle va vivre quelques mois. Donc de toute façon, c'est repousser l'inévitable, et c'est aussi nous éviter d'aller en soins palliatifs. Enfin, en tout cas, de lui éviter à elle d'aller en soins palliatifs. Et nous, à faire aller-retour. Je comprends sa position, mais moi, je suis absolument pas prête à prendre ce genre de décision, et j'ai peur aussi de prendre une décision que je regretterai toute ma vie. Donc, c'est important pour nous de rentrer dans un processus de décision en commun selon nos valeurs de couple et de famille. Ça prend le temps qu'il faut, plusieurs semaines, une parenthèse. Et je mets à peu près, entre le moment où on l'annonce, j'ai dit 19-20 semaines, et finalement, on décide de programmer l'IMG à 27 semaines. Donc tu vois, il me faut beaucoup de temps pour intégrer cette nouvelle-là, et puis aussi intégrer cette réalité-là de faire le deuil. On choisit de faire le deuil de notre enfant, on choisit de faire le deuil de la vie qu'on imaginait avec elle, et on le choisit à l'acharnement thérapeutique. Finalement, on se dit, on préfère souffrir nous que de la voir souffrir elle. Donc l'IMG est programmé à 6 mois de grossesse. Et est-ce que quand on t'a proposé l'IMG, est-ce qu'on t'a laissé un délai? Est-ce que c'était à toi à choisir? Est-ce qu'ils ont accéléré ils ont voulu accélérer un petit peu le processus? Oui. Ou le gynécologue voulait accélérer le processus parce que légalement, il y a 8 jours. 8 jours, c'est vraiment le délai minimum légal entre le moment où le diagnostic est posé et on sait qu'en fait l'enfant a une maladie incurable ou la mère est en danger, ça dépend effectivement des cas, et le moment où on signe les documents pour l'IMG. Il y a 8 jours, parce que ça doit passer en commission au centre départemental anténatal, le CPDPN. Table ronde de spécialistes qui se réunissent pour dire oui ou non ce dossier-là peut être accordé. Bien évidemment, le nôtre était a fortiori accordé puisque la maladie d'Angelina est de toute façon incurable et elle était mourante. Donc cette décision, vous avez dû la prendre en 8 jours. Alors, c'est le délai minimum. D'accord. Donc ça, c'est vraiment le délai minimum, mais après, les familles, jusqu'au dernier jour de la grossesse, peuvent interrompre ou pas effectivement la grossesse. Donc tout en sachant que moi j'avais cette possibilité de prendre le temps, je voulais pas être dans les 8 jours en fait, et puis j'avais pas envie de me précipiter sous prétexte qu'on serait avant 22 semaines. Vraiment besoin de prendre le temps de réfléchir, et ça a mis effectivement 6-7 semaines, et ça aurait pu mettre encore 3 mois, 4 mois, enfin peut-être pas si longtemps, mais en tout cas jusqu'à peut-être 8 mois et demi, parce que ça arrive. Donc en tout cas voilà effectivement pour le processus légal de l'interruption médicale de grossesse. Angelina, donc nous on est rentré à l'hôpital avec mon mari le mercredi 3 avril. Je sais que c'est une date qui te parle. Et son cœur a été arrêté vers midi par l'équipe gynécologique. Le gynécologue a été par contre lui d'une véritable douceur. Il nous a accompagné, nous a parlé, nous a reconnu dans notre souffrance. Il a reconnu aussi la place du papa au-delà de la mienne. Donc c'était un autre gynécologue qui t'a accompagné? Tout à fait. On était vraiment avec l'équipe médicale de l'hôpital. Le gynécologue qui m'avait suivi au début, c'était un cabinet gynécologique de ma ville, au CHU niveau 3 de Nice, où effectivement siège d'ailleurs le CPDPN et tout, voilà, le service génétique, etc.
Donc, il me faut à peu près, moi, 12 heures de travail. Je t'avoue que j'avais absolument pas envie de laisser partir ma fille. C'était impossible pour moi d'accoucher. Quatrième accouchement, pas quatrième accouchement, je refusais de la laisser partir. Ça a été un travail physique, émotionnel, psychologique très intense pour moi, et j'ai vraiment mis au monde ma fille dans les larmes et les cris, mais c'était pas que de la douleur physique, quoi. C'était essentiellement de la douleur psychique. Elle est née en Siège, aussi petite soit-elle, à minuit 13, donc dans la nuit du 3 au 4 avril. Et c'est vrai que elle était toute petite. Et là, sa maladie était visible, ce qui permettait aussi, même si on avait fait l'échomorpho, mais en fait de voir que il y avait des signes là clairement visibles de trisomie 18. Ça aussi, je pense que ça favorise le processus de deuil, parce que à ce moment-là, je pense mon mari aussi, que c'était finalement la décision la plus juste pour elle et pour nous et pour ses sœurs aussi. Donc elle est partie, en plus, ce qui nous rassure, dans le plus beau berceau, hein, elle s'est endormie à jamais dans le ventre maternel, et elle a pas souffert. Alors, qu'est-ce qui se passe après pour toi? Ben après c'est tout un processus qui se met en place, hein. Donc moi je passe la nuit, déjà dans ce temps où elle est née, on a 2 heures, hein. Alors je sais pas comment ça se passe pour maintenant, enfin c'est pas si vieux, il y a que 3 ans et demi, hein. Mais c'est fait effectivement un temps où on peut, pour moi c'est une parenthèse, un temps suspendu, un temps d'amour qu'on lui donne. Donc mon mari coupe le cordon ombilical aussi pour s'inscrire dans ce rôle de père. Moi je décide de la prendre directement. J'avais pas envie qu'on l'enveloppe, en fait. Je voulais vraiment voir ma fille telle qu'elle était. Voilà, dans sa beauté, aussi parfaite ou imparfaite était-elle. Moi j'aime bien dire parfaitement imparfaite, finalement. C'est comme ça que je la voyais. Et c'est vrai que de la voir sur moi, de pouvoir la serrer dans mes bras, l'embrasser, la toucher, la caresser, ça nous a vraiment inscrit dans notre rôle de parents. Et enfin voilà, en tout cas cette parenthèse-là a été vraiment la bienvenue pour nous, parce que je respecte absolument chaque décision de chaque parent, puisque chaque histoire est unique et chaque relation à son enfant est unique. La voir, moi je le savais que je voulais la voir. Ça a été plus difficile pour mon mari de se dire ok, finalement c'est un travail aussi pendant ces 12 heures avec la sage-femme, toutes les questions qu'elle nous a posées qui nous ont amené nous à toujours être en accord avec ce qu'on voulait par rapport à notre volonté, en fait, d'accompagner au mieux notre fille. Suite à cette nuit-là, moi je suis retournée tous les jours à la chambre mortuaire pour la voir, j'ai envie de dire profiter d'elle au maximum, l'embrasser, la bercer, mais j'étais, je pense, très clairement dans un déni total, hein. J'avais l'impression d'aller voir mon enfant à l'hôpital, aux soins palliatifs, et je la reposais. Je me vois encore dire au chef de service, prenez soin de mon bébé. Enfin, de toute façon, c'était évident qu'il fallait qu'il prenne soin d'elle, même si son corps, sa vie n'était plus, son corps était là. Et ça a duré 3-4 jours comme ça, et on a organisé effectivement aussi ses obsèques en tout petit comité. Et c'est comme ça qu'on a réussi à la laisser partir. On a fait une crémation de notre côté, et tout ce temps-là, cette semaine-là, entre le moment où elle décède, où j'accouche, et le moment où on l'accompagne jusqu'à finalement la crémation, c'est vraiment une période qui a été nécessaire dans notre processus de deuil, parce que ça nous a permis d'intégrer une réalité qui était importante pour nous. Notre fille existera toujours pour nous, mais en tout cas n'est plus à ce moment-là. Et elle existera autrement, c'est une certitude, et elle l'est, hein, d'ailleurs, hein, elle est là avec nous. Mais ça a été 8 jours effectivement de flottement, un peu d'irréalité, et finalement le dernier jour a été une intégration à cette nouvelle réalité. Et après, dans le processus de deuil, j'ai eu beaucoup de colère, moi, de mon côté, parce que cette maladie, là, la trisomie 18, ça a été... en plus, je la découvre dans des circonstances terribles. Tu as commencé par la colère dans ton processus de deuil? Non, vraiment par le choc, la sidération et le déni. Une semaine
me dis, je suis là, je vais à la chambre mortuaire et pour moi, ma fille, elle va revenir à la maison, quoi. Je pense qu'il y a un moment aussi où j'ai pas du tout eu d'émotion. Il y a eu des moments comme ça où il se passait rien en moi. Et ça a été, je pense, ça a été pendant un mois où je pense que j'étais vraiment en dépression, une dépression très forte. C'était mon lit, le canapé, mon lit. Il se passait rien d'autre. Je mangeais. Je faisais que manger parce que mon ventre n'avait jamais été aussi plat qu'après l'accouchement. Et ça, c'est presque ce qui était encore plus énervant. C'est que j'ai toujours rêvé d'un ventre plat, Sophia, après 3 grossesses. Et là, j'ai mon ventre plat, quoi. Je ferme mes boutons, mais il est creux. Mais je me dis, c'est juste pas possible que mon ventre soit creux. C'était d'une violence, mais inouïe pour moi. Si bien que je n'ai fait que manger pendant un mois pour retrouver du ventre et avoir une trace de ma grossesse. Donc, il y a eu effectivement ce vécu dépressif très intense pendant à peu près un mois. J'avais mal partout, j'étais pas bien. Mais au niveau des sentiments, c'est vraiment la colère face à cette injustice et la culpabilité. Même si on se dit on a pris la décision la plus juste pour notre enfant et notre famille, n'empêche que la trisomie 18 est liée à c'est une maladie génétique et chromosomique. Donc c'est mon chromosome à moi qui a été défaillant par rapport à mon âge maternel. J'avais 40 ans, je savais que je prenais des risques et je savais que c'est moi qui avais transmis ce chromosome en trou sur la paire de ma fille. Et du coup, mon corps était défaillant et je m'en voulais énormément pendant très longtemps. Alors, là, tu dis quelque chose d'intéressant parce qu'on passe tous par ce stade-là. Est-ce que c'est toi qui vraiment t'es dit, enfin, ces phrases-là, elles sortent de toi, ou est-ce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un du corps médical qui t'a dit, c'est vous qui avez transmis, d'accord. Donc c'est vraiment toi qui le pensais. Oui. Quand on va voir la généticienne, elle ne le formule absolument pas comme ça. Elle dit c'est l'un des parents. Et moi, je sais que c'est moi. Enfin, j'ai été googlisée à fond, donc je sais que c'est souvent lié à la mère. Et puis, de toute façon, il fallait que ce soit de ma faute. Je veux dire, à un moment, il faut se plier de quelque chose. Donc, ça ne pouvait être que moi. Donc, à un moment, je voulais absolument cet enfant. J'ai mis la pression à mon mari, la pression. Pas vraiment, parce que je laissais prendre son 33 ans, c'est pas la pression. Mais en tout cas, j'ai essayé de convaincre mon mari de me rejoindre dans ce projet-là. Et je me dis, voilà, finalement, parce que la vie m'a donné, c'est comme une punition pour moi, parce qu'on se dit toujours qu'est-ce qu'on a fait de mal, on cherche un sens. Et moi, c'est ce lien-là que je maintiens, en fait, ce lien de culpabilité. Et tant que je me sens responsable de la mort de mon enfant, et ben j'ai l'impression de maintenir un lien avec elle. C'est-à-dire, j'en oublie l'amour, j'en oublie la pureté de ce qui nous lie, en fait, une mère à son enfant. Je me dis juste, c'est une victime et je suis coupable de ce qui lui arrive. Je suis que dans ce lien-là, mais pendant 5 mois. C'est tellement fort que je finis par aller voir une kinésiologue et qui elle travaille vraiment sur mon corps et mon inconscient pour adoucir vraiment ce poids de culpabilité qui est très fort. Il est là, maintenant il est très amoindri. J'ai compris que c'était pas vraiment, je dirais pas vraiment ma faute parce que une mère est toujours responsable de ce qui arrive à ses enfants, donc je peux pas dire j'y suis pour rien, mais en tout cas j'ai vraiment remplacé la culpabilité par l'amour. J'avais un poids tel sur les épaules que je me faisais masser par un kiné qui n'arrivait absolument pas à me décontracter et j'ai senti vraiment après un poids en moins sur mes épaules, une charge en moins et je me suis dit voilà, la culpabilité elle est partie, j'ai plus le cœur qui y serre autant, je me sens moins crispée quand je pense à mon enfant et je me sentais vraiment plus dans une douceur et là c'est vraiment je pense à cet instant-là que mon processus en fait de deuil commence à être vraiment dans un processus de guérison. Je me sens un peu plus en paix avec ma décision, je me sens plus en paix aussi avec ma réalité et je finis par intégrer et accepter que ma fille n'est plus là physiquement et soit là d'une autre manière. Et aussi, j'accepte le fait que je suis une mère, je suis sa mère, et que le lien qui nous unit de toute façon est certes indescriptible, mais il est surtout inébranlable en fait, et fort, puissant, et il sera toujours là, je l'aime, elle m'aime, j'en suis persuadée, donc
il me fallait ça quand même pour comprendre en tout cas la pureté de ce lien-là. Et du coup, ça a été un processus. Il n'y a pas eu de déclic ou une date précise pour ça. Ça a été un cheminement. Un cheminement très personnel et je dirais plutôt rapide. C'est ça qui m'a étonnée en fait, parce que, enfin plutôt rapide. Le deuil est toujours là, Sophia, enfin il sera toujours là. Mais c'est vrai que le vécu dépressif et les émotions très intenses n'ont finalement duré que quelques mois. Après, c'est vrai quand même que pour rejoindre ton interrogation, une fois que je me suis débarrassée de cette culpabilité, j'avais besoin de... En fait, j'avais déjà, donc là pour le coup, 41 ans officiellement, et avec mon mari, on s'est posé la question, est-ce qu'on tente ou pas une autre grossesse? Est-ce que on fait ce pari fou d'essayer d'avoir un autre enfant qui, bien évidemment, ne remplacera en rien Angelina parce que elle a sa place et sa juste place dans notre famille. Mais est-ce que finalement on va vers l'espoir, on va vers la vie, parce que ça devenait aussi viscéral de pouvoir aller vers cette lumière-là finalement de la vie et et on a réussi ce pari fou d'avoir un enfant en parfaite santé qui est né, j'attends réfléchir, 1 an à peu près après sa sœur, donc 1 an et quelques mois après sa sœur, et je pense que ça aussi, malgré tout, ça favorise la résilience. Ça n'empêche pas que la grossesse a été très difficile à vivre puisque j'étais inquiète chaque jour de la grossesse et encore après. Donc on est là, on a toujours peur, on sait, on a perdu notre insouciance, hein, que une grossesse n'est jamais acquise et que la mort peut frapper brutalement n'importe quand, n'importe où. Et les bébés, même si ça paraît inconcevable au départ. Donc je pense aussi finalement que Nélia, qui porte les lettres d'Angelina, sauf qu'on a remplacé le I par Y, et je t'assure que c'était absolument pas fait exprès, on s'en est rendu compte après. Mon mari a proposé ce prénom, on se dit oh c'est joli, et en écrivant, parce que j'écrivais beaucoup en écrivant, je sais pas, je superpose, enfin j'essaye de faire le lien entre elles parce que j'étais en train d'écrire un article. Et je me dis, mais c'est fou, elles ont les mêmes lettres, en fait. Donc, c'est un hommage, quelque part, à Angelina, sans pour autant se substituer à Angelina. C'est vraiment un autre enfant, une autre grossesse, une autre place dans la famille. Mais il y a aussi un lien, finalement, entre ce bébé arc-en-ciel et le bébé enfin, notre bébé étoile, quoi. Et alors, du coup, maintenant, 3 ans et demi après, où est-ce que tu en es? Comment tu définirais ton deuil? Est-ce que tu penses que tu es toujours en deuil? Bon, où est-ce que tu en es? Alors, oui, je suis toujours en deuil et je pense que perdre un enfant, c'est le deuil de toute une vie. Part du principe qu'on fait pas vraiment le deuil de son enfant, en fait, on le traverse, on s'y perd par moments, et puis on assimile ce qui nous arrive et on finit par se reconstruire. Le deuil, il est pas linéaire, en fait, hein. Là, aujourd'hui, je te parle, j'ai l'air d'aller bien. Il y a 2 jours, je préparais l'interview, j'étais en pleurs pendant des heures. Donc, c'est les émotions, en fait, qu'on pense surmonter les premiers temps, tels que la colère, le choc, le déni, la sidération, etc. Elles sont intenses, en fait, au départ. Elles sont très, très intenses. Et quand on les surmonte, on pense qu'elles sont loin derrière nous et elles nous surprennent et elles reviennent, elles vont, elles viennent, en fait. Pour moi, c'est vraiment ça. Le deuil périnatal, c'est un peu une tempête émotionnelle qui vient, qui part avec plus ou moins d'intensité. Et je pense que ça dure toute une vie. Donc, en ce qui me concerne moi, je peux affirmer avoir cheminé dans mon processus de deuil. J'ai réussi à intégrer l'absence de ma fille, parce que je sais qu'elle est là à sa façon, comme je te disais tout à l'heure, et puis je suis plus dans la quête de la chercher à tout instant. C'est-à-dire qu'au début, comme on n'assimile pas l'absence, on cherche, en tout cas je dis on, mais pour beaucoup de parents, ils cherchent absolument un signe
de leur enfant, ou alors on continue à leur parler, on leur écrit, enfin, le lien est maintenu coûte que coûte. Là, le lien, il est là. Je me sens pas dans l'obligation de le maintenir et je cherche pas à la voir tous les jours, en fait. Ce qui fait que quand il y a des signes qui sont envoyés, je sais que c'est elle, je les vois maintenant. Le plus significatif de ces signes, c'est le papillon. Il y a un papillon, je sais que c'est Angelina qui nous envoie son papillon, et j'appelle toujours mon petit papillon d'amour parce que c'est son signe à elle. Alors donc ce qui fait que ça me va en fait, je suis ok avec ça, et intégrer l'absence de son enfant pour moi déjà c'est un cheminement important dans le processus. Et ensuite je dirais que j'ai aussi accepté la personne que je suis devenue. Tout à l'heure on parlait de poids de culpabilité. Je me suis détestée aussi, ça faut l'entendre, j'ai détesté ce corps défaillant, et quand on perd son enfant, il y a une partie de soi qui est morte aussi, on le dit souvent, mais je pense que chaque maman se reconnaîtra dans ces mots. Il y a une partie de soi qui meurt à jamais, et on doit se reconstruire. Donc sur le cheminement, moi j'ai vraiment l'image de me voir marcher sur ce parcours du deuil avec une partie de mon identité qui a volé en éclats le 4 avril 2019, et j'essaie de recoller certaines pièces de mon identité, et puis j'en enlève d'autres, et puis de toute façon il y en a qui pourront jamais revenir, et je greffe des nouvelles parties de moi, et c'est vraiment cette personne-là en reconstruction qui chemine au fur et à mesure et qui n'a pas fini de cheminer. Donc j'accepte qui je suis, j'aime la personne que je deviens. Je sais pas encore qui je suis devenue parce que je me découvre de jour en jour, alors que j'étais persuadée de savoir qui j'étais il y a encore 3 ans, quoi. Finalement, je ne suis plus du tout cette personne-là. Je suis devenue une personne différente qui porte aussi un autre regard sur le monde, puisque le monde a changé pour moi et je pense pour tous les parents endeuillés. Et c'est un monde maintenant, un regard sur un monde auquel je dois m'adapter. Un nouveau monde. Donc un nouvel environnement. Et alors je me renseigne beaucoup sur la santé mentale périnatale, et j'essaie j'essaie pas de faire le lien parce que pour moi le lien il est juste logique, mais il y a un lien entre la santé mentale après un deuil périnatal et des syndromes qu'on peut développer ou pas après ce deuil-là. Est-ce que toi dans la découverte de toi également, tu as découvert une partie qui était fragilisée, une partie peut-être anxieuse, ou une partie, je sais pas, certains découvrent une partie un peu dépressive et du coup doivent accepter cette partie-là pour pouvoir la traiter. Est-ce que ça a été le cas pour toi? Oui, clairement, effectivement, Sophia, d'autant plus que pendant mon chemin de la reconstruction, en tout cas ce chemin-là du deuil, j'ai été accompagnée par une pédopsychiatre. J'ai suivi une psychanalyse, donc vraiment un travail très très approfondi sur moi-même pendant 3 ans. Et j'ai découvert effectivement chez moi une partie plutôt anxieuse. Alors je pense que j'ai toujours été plus ou moins stressée. Je m'en étais pas forcément rendu compte. J'avais l'impression de très très bien gérer mon stress. Et en fait, ça accentue effectivement mon anxiété parce que quand on sait que la mort frappe et qu'on contrôle rien et qu'on ne contrôle absolument rien, le lâcher prise est extrêmement difficile. Alors moi, lâcher prise, je ne connais même pas ce mot-là. Je veux dire, j'essaye. Je suis une personnalité contrôlante. Alors là, j'ai totalement compris pendant mes différentes séances. Et ça s'est accentué après la mort. C'est-à-dire que comme là, je ne pouvais rien contrôler à part le moment, effectivement, à part la manière de faire partir mon enfant, mais c'est une piètre consolation par rapport au fait de ne pas pouvoir l'avoir avec moi, la voir grandir, etc. Donc, je me dis, mais en fait, je ne contrôle rien, je ne contrôle pas la vie, je ne contrôle pas la santé, je ne contrôle pas l'amour, je ne contrôle pas les relations, je ne contrôle rien, en fait, ni moi, ni mon corps. Et lâcher prise, ça fait mal en fait de prendre, parce que ça
effectivement, quand on cherche toujours à contrôler, ça nous fait mal parce qu'on se rend compte qu'on ne contrôle rien. Et lâcher prise, c'est aussi aller vers l'inconnu et je sais pas ce qui est le mieux. Donc moi, je travaille encore sur ça, entre mon lâcher prise et mon besoin de contrôler. Et par rapport à la dépression, effectivement, parce qu'en fait, tu as cité les 2 exemples qui me caractérisent, hein, pour le coup, j'ai pas eu besoin de prendre d'antidépresseurs, mais effectivement, j'ai vraiment senti que je pouvais sombrer très vite dans la dépression. En tout cas, pendant le mois où j'étais en dépression, moi je parlerais même pas d'un vécu dépressif, j'avais vraiment l'impression d'être en dépression, quoi. Et je me suis dit, et si jamais je sombre dans la dépression, mais qui va me relever, quoi. Donc je me suis fait violence chaque jour pour survivre. Parce que dans un premier temps, on ne fait que survivre, pour survivre en fait à l'obscurité qui était dans mon quotidien, quoi. Je ne voyais plus rien, je ne voyais que du noir, j'avais goût à rien, je ne ressentais rien, et c'est vrai que ça me fait peur de me dire que je pourrais y retomber dessus. Donc moi, je travaille beaucoup, je fais de la méditation, j'ai fait ma psychanalyse, j'essaye d'avoir des petites phrases positives chaque jour, et puis de contempler la beauté de la nature. Je deviens très proche de la nature pour être sensibilisée en fait à quelque chose de plus grand qui me permet de pas sombrer. Et j'ai découvert aussi une hypersensibilité que je ne connaissais pas chez moi. Je savais que j'étais sensible, je ne savais pas que j'étais aussi sensible. Donc je suis très sensible, hypersensible à l'environnement, aux émotions des gens. Et en fait, et ce qui est bien finalement, parce que c'est aussi un peu d'empathie, et ce qui me servira moi pour mon métier. Donc j'ai découvert en tout cas ces 3 choses-là sur lesquelles je travaille pour pas que ça devienne trop compliqué à gérer au quotidien, mais qui font partie effectivement de ma personnalité et que j'accepte et que j'apprends à aimer chaque jour aussi, pour pouvoir effectivement cheminer et avancer dans ma vie. Et ce travail-là, du coup, est-ce que ça a été une volonté de ta part ou est-ce que ça a été une proposition de l'équipe médicale? Ça a été clairement une volonté de ma part. Donc il fallait que tu trouves la force pour faire ce travail-là parce on n'est pas venu à toi pour te le proposer. Ils n'ont même pas eu le temps de me le proposer parce que à l'annonce du diagnostic, enfin pas l'annonce du diagnostic, au résultat de la myosynthèse, comme je me suis sentie impuissante et j'ai senti que j'étais vraiment seule dans mon chagrin et ma détresse, j'ai compris en fait que je ne pourrais jamais surmonter ça seule. C'est-à-dire que mon mari vivait la même chose, mais on n'était pas touchés aux mêmes endroits. Donc même si on essayait de se comprendre, on comprenait pas vraiment ce que l'un ou l'autre vivait puisqu'on ne réagissait pas de la même façon. J'avais vraiment besoin d'un professionnel c'est une psychiatre qui fait partie du CPDPN. Donc j'ai vraiment fait mes recherches, j'ai appelé CPDPN et j'aurais dit je veux un rendez-vous avec un psy pour m'aider moi à surmonter, en tout cas m'accompagner dans ce que je suis en train de surmonter parce que je vais m'effondrer, je sentais que j'allais m'effondrer. Et peut-être même pas me relever de ce drame. Et c'est vraiment comme ça que j'ai pris mes rendez-vous dans un premier temps au sein du CHU, avec mon ventre en plus arrondi, puisque ça a été au moment donc c'est-à-dire que c'est passé plusieurs semaines, et je l'ai toujours avec mon ventre arrondi au service maternité, à affronter les autres mamans, etc. Et ce qui était, enfin, il y a même une anecdote qui me vient au moment où je chemine. Je me rappelle les derniers jours avant l'IMG. Alors, au début, j'étais vraiment en lambeaux, j'arrivais, mais je prenais même pas le temps de prendre soin de moi parce que je m'en fichais, j'étais dans mon intériorité et dans ma détresse. Et en fait, quand je rencontrais les autres mamans, je me disais mais je suis maman et puis je porte encore mon enfant. Et j'ai vraiment eu un déclic à un moment pendant les dernières séances de me déplacer à ces rendez-vous-là en prenant le plus soin possible de moi. Donc j'étais vraiment apprêtée, maquillée, parfumée, mon ventre bien ressorti, parce que j'avais honte au départ et je le cachais, mon ventre bien ressorti à me dire, voilà, moi aussi je porte la vie, pour l'instant en tout cas, et je suis fière de porter mon enfant, et je suis fière d'être cette maman-là. Et voilà, en fait, c'était très curieux, mais je sais pas, j'avais envie de te partager. Non, mais c'est très bien parce que tu t'es sentie à un moment donné, parce que tu disais que tu cachais ton ventre, donc à un moment donné, c'est comme si
c'est pas que t'étais plus mère, mais c'est que tu voulais cacher parce que tu disais, je suis plus une mère comme les autres, et t'as eu une Oui. révélation en te disant, mais si, je suis une mère, et j'agis en tant que telle. Et c'est bien de le préciser parce que, voilà, on se dit parfois que avec ce qu'on ressent et avec les déclics qu'on a, qu'on n'est pas normal, alors que non, ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. Et donc, du coup, donc, t'as débuté un blog et une page Facebook en l'honneur d'Angelina, et pour aider aussi tous ces petits bouts de chou qui sont partis très tôt. Quand est-ce que tu as débuté, et quel a été le déclic, ou comment t'es venue l'idée? Alors, après le décès d'Angelina, j'ai tout de suite eu besoin d'écrire. Ça a vraiment été thérapeutique. J'avais tellement d'émotions qui me submergeaient que je ne savais même plus quoi en faire. Donc j'avais besoin de poser des mots sur ce que je ressentais, sur ce que je vivais, sur ce que je traversais. J'ai beaucoup écrit, j'écrivais quasiment tous les jours ce que je ressentais. Et je savais pas où déposer tout ça à part sur mon journal. Et l'idée m'est venue de me mettre en fait dans un endroit en sécurité, un endroit que j'ai créé, un endroit dédié à mon enfant, autre qu'un journal. Quelque chose en fait qui pourrait être aussi lu par d'autres parents, d'autres familles, et même ceux qui sont pas forcément concernés directement par le deuil périnatal, afin de sensibiliser à notre histoire. Donc l'idée du blog, elle m'est venue comme ça, et j'avais vraiment un besoin viscéral de rendre hommage à ma fille pour son premier anniversaire. Et donc en avril 2020, le blog a été publié, a été mis en ligne. Et c'est vrai que pour moi, c'était hyper important parce que, comme je disais, j'avais besoin d'écrire, et j'avais besoin qu'Angelina soit reconnue aussi dans son existence, parce que on n'en a pas parlé, mais ce qui est terrible, c'est effectivement de ne pas reconnaître l'existence des enfants qui sont pas nés en vie en fait. Hein. Et comme les gens ne les ont pas vus, n'ont pas vu ces enfants-là, ils ont l'impression qu'ils n'ont pas existé, alors qu'ils ont bien existé. Enfin, ils ont existé dans notre ventre, mais ils ont existé. Moi, je voulais lui donner cette existence-là, au-delà, effectivement, de sa mort. Et il y a une partie de son prénom qui est sur le site, donc Angelina.ledeuilpérinatal. Et le fait que il y a le prénom Angelina sur le nom du domaine, ça permet en fait de la faire vivre, la matérialiser en fait son existence. Donc dans un premier temps, ça a vraiment été que dans l'idée de l'hommage d'Angelina. J'étais vraiment centrée que sur ça, Angelina. Il y avait que ça qui comptait dans cette première année de cheminement pour créer le blog. Et j'avais besoin aussi qu'elle trouve une famille, parce que la mienne n'a pas été très aidante. Et j'avais l'impression qu'elle trouvait une nouvelle famille, une famille accueillante, une famille bienveillante, une famille qui savait qui elle était et qui la reconnaissait et qui était contente de pouvoir lire son histoire. Enfin, contente, c'est pas vraiment le mot, mais en tout cas qui était sensibilisée à son histoire. Et ensuite, au fur et à mesure de ce blog, enfin même pas tout de suite, en fait, j'ai créé donc mon fameux groupe Facebook, mais dans un premier temps, c'était vraiment dans l'idée du canal de communication, juste pour pouvoir naviguer entre le blog et les réseaux sociaux. Donc j'y postais que des publications en rapport avec Angelina et notre histoire. Et à un moment, là, j'ai eu un déclic, ça a été vraiment celui d'élargir en fait la sensibilisation à tous les enfants, tous les bébés. Donc j'ai commencé à faire un hommage collectif pendant la journée du 15 octobre, hein, la journée mondiale de sensibilisation au deuil périnatal. Et là, j'ai communiqué sur les différentes pages Facebook afin de savoir qui était intéressé, pour me donner le prénom de son enfant, afin de pouvoir faire une espèce, c'était un petit cœur, enfin une image avec les petits prénoms, un cœur dans les mains en fait qui portait ces enfants-là. J'ai eu des centaines de réponses, je pourrais pas te dire combien. Ça a été beaucoup de travail, mais tellement de
moi, ça m'a vraiment fait chaud au cœur de pouvoir rendre hommage à tous ces enfants-là. Et avec la liste de ces enfants, et en accord avec les parents-là, j'ai commencé à créer des petites cartes personnalisées pour les anniversaires, parce que je sais que les familles ont tendance à oublier ces dates-là, ces dates qui sont tellement cruciales pour nous, parents et familles proches. Et l'entourage des fois oublie, et il y a personne des fois qui y pense, et juste avoir cette petite publication pour l'enfant, ben, ça permet de mettre un peu du baume au cœur aux familles. Et ça fait déjà 3 ans que je fais cette petite carte à l'intention des, comme tu dis, de nos petits bouts de chou partis trop tôt, et voilà, je sais que ça touche et ça fait du bien, et ça me fait du bien aussi de le faire. Tu as également décidé de faire une formation et d'accompagner les parents en deuil. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus? Qu'est-ce qui t'a décidé également de faire cette formation, de faire une reconversion professionnelle du coup? Pourquoi dans ce domaine-là? Enfin, on sait que tu es passé par là, mais parfois on a envie d'éviter de continuer dans le deuil périnatal, et toi, tu y allais, tu es partie dedans. Alors explique-nous pourquoi du coup. En fait, pour rétablir le parcours, quand j'étais un peu plus jeune, j'avais entamé des études de psychologie. Donc en fait, c'est déjà une passion qui était enfouie en moi. Et la vie a fait que, pour des raisons très personnelles que j'évoquerai pas ici, a fait que je me détourne de cette première passion-là, et que je me dirige vers des métiers plutôt administratifs. Donc je suis devenue assistante de direction pendant 20 longues années. Vraiment, je dis ça parce qu'avec le recul, je me dis, mais comment j'ai pu tenir 20 ans dans un métier finalement qui, après coup, voilà, enfin, j'étais organisée, etc. Très bien, j'avais le sens de la planification, mais c'est pas ça finalement que je voulais faire au départ. Juste avant Angelina, en fait, mais je pense 1 mois avant sa conception, j'étais déjà en train de réfléchir à ce que j'aimerais faire. Je commençais déjà à m'interroger sur toujours la quarantaine. Je veux un enfant, enfin voilà, la quarantaine a déjà fait bousculer beaucoup de choses dans mes repères et dans mes valeurs profondes. Donc je sentais déjà que je me cherchais un petit peu et que je faisais un peu le bilan, le point sur ma vie. Et juste avant, en fait, je me suis inscrite, je pense en septembre. Elle a été conçue en octobre. Je suis inscrite en septembre en formation. Il faut savoir que voilà, sans grande conviction, une fois de plus, d'y aller à fond, quoi. Hein. J'étais confortablement dans mon petit boulot, et voilà, je me dis, on sait jamais, j'y vais. De thérapeute de couple déjà. Et déjà dans cette formation de thérapeute de couple. Donc, au niveau de la chronologie, je m'inscris à ce moment-là. Je commence à regarder les cours, etc. Bon, j'y vais à tâtons, enfin voilà, je travaille à côté, etc. Donc je prends pas plus le temps. Et ce qui est absolument fou dans mon histoire, rétrospectivement, c'est que forcément ma formation elle s'arrête, puisque je suis incapable de la continuer, puisque je dois m'occuper d'accompagner mon enfant sur son chemin de mort finalement. Et donc mon parcours de maman, je m'empêche pendant 6 mois de continuer cette formation. Et très vite, je me pose la question et je me dis, ok, pas comme ça que je me la pose, mais voilà, ok, ma fille est décédée, et qu'est-ce que moi je fais de ça? Je suis toujours dans ma quête de sens, quoi. Parce que je sais que le jour où elle décède, je me dis vraiment, Angelina, tu n'es pas morte pour rien. Tu ne peux pas mourir pour rien. Je te rendrai hommage, je vivrai 10 fois plus, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir et dans mes ressources pour faire en sorte que tu ne meurs pas pour rien. C'était vraiment une quête, mais la plus importante pour moi, la quête de ma vie, quoi. Et puis peut-être un peu mon rôle de mère aussi, de lui rendre hommage au quotidien. Donc, je pense que aussi grâce à l'amour que je lui porte et par rapport à notre parcours, il y a une force mais insoupçonnée qui est venue en moi et qui m'a permis de reprendre ces études-là dès le mois de juin, à peine 2 mois après son décès. Et j'ai travaillé tout l'été pour valider ce premier module, sachant que le premier module de ma formation était psychologie de l'enfant. Donc avec des thèmes sur la grossesse, etc. Enfin, ça a été très difficile pour moi de travailler sur la psychologie de l'enfant, alors que mon enfant,
était décédé, quoi. Et le plus fou, c'est que j'ai quand même obtenu 17 de moyenne à ce module-là. C'est-à-dire que j'ai tellement tout donné, j'ai tellement été à fond dans ce que je voulais faire que je crois que j'ai travaillé 10 fois plus, 100 fois plus que je pensais pouvoir faire. Et ça m'a donné confiance. Vraiment, la note là a validé le fait que, ok, je peux le faire. J'ai confiance. Et pourtant, je sais pas pour toi, mais moi, ma confiance en moi, mon estime de moi-même, elle était à zéro où ma fille elle décède, quoi. J'ai l'impression de ne plus rien, de ne servir à rien finalement. Même si j'ai d'autres enfants dans l'idée, mais en tout cas, ça a été aussi, c'est un gros travail de confiance sur moi-même. Donc là, ma confiance remonte et c'est comme ça en fait que je termine ma formation en 2 ans de thérapeute de couple. Et c'était une évidence de me diriger vers l'accompagnement au deuil périnatal. D'une part parce que j'ai fait mon travail sur moi, ce qui fait que il y a peu de risque de transfert puisque j'ai suffisamment travaillé en psychanalyse pour me dire ok, voilà ce que j'ai vécu, maintenant je peux comprendre ce que les autres ont vécu sans pour autant m'identifier à ce qu'ils vivent. Donc mon expérience et aussi toute ma formation qui me permet moi d'avoir les bases solides pour pouvoir les accompagner. Donc ça a été une évidence de me dire j'ai été accompagnée aussi, je souhaite être accompagnée et je sais à quel point ce parcours est difficile à surmonter seul pour pouvoir proposer mon aide si des familles en ont besoin et sont dans cette difficulté dans le cheminement de leur deuil. Donc là, tu as trouvé ta voie. J'ai trouvé ma voie et je souhaite vraiment vivre effectivement de cette passion. Ça fait vraiment sens. C'était ma quête de sens et effectivement j'ai trouvé ma voie. Est-ce que tu aurais un message à donner aux parents alors, je pense que les messages sont différents quand ils viennent de le vivre Ouais. et quand ils l'ont vécu il y a quelque temps. Oui. Donc, je vais te demander 2 messages finalement. Un message aux parents qui viennent de vivre cette épreuve et un message aux parents qui l'ont vécu il y a peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans. Alors, je dirais quand même un message en commun pour les deux. Je commencerai juste par une petite phrase pour les deux. Quoi que vous traversiez, vous n'êtes pas seul. Je pense que c'est déjà, effectivement, que ce soit au début du deuil, les premiers instants ou après, vous n'êtes pas seul dans cette souffrance, vous n'êtes pas seul dans votre chagrin, vous n'êtes pas seul dans votre deuil. Ça peut paraître très bizarre de le dire ça parce que d'une part, vous avez la possibilité de trouver une communauté de parents qui est bienveillante et qui peut cheminer avec vous pendant ce deuil dès le début, dès les premiers jours ou même avant, parce que moi je sais que c'est ce que j'ai fait, c'était avant, et je vous assure que ça fait du bien de pouvoir entrer en relation avec des personnes qui vivent la même chose que vous, qui se posent des questions sur l'IMG, comment ça va se passer, est-ce que je sais, quelle est ma décision, enfin ça permet de cheminer déjà dans son processus de réflexion. Donc moi je vous invite vraiment dès le début de votre deuil à ne pas rester seul si vous pouvez, en tout cas, parce qu'il y a des moments où on a besoin d'être seul, là n'est pas la question, mais en tout cas, quand on sent qu'on est dans une trop grande solitude, de pouvoir effectivement rejoindre la communauté des parents par les réseaux sociaux, par les associations, par les groupes de parole, ou même de se faire accompagner par un psy qui comprendra votre parcours de parents. Pour ceux qui pareil vivent cette traversée, les premiers prémices de la traversée du deuil périnatal, on est dans l'obscurité et je peux vous assurer que vous avez les ressources nécessaires pour traverser ce tunnel. C'est sombre, c'est lugubre, ça fait peur, on est vraiment dans l'inconnu. Mais faites-vous confiance, vous avez vraiment les ressources pour trouver la lumière. La lumière, ça peut paraître cliché, mais c'est une vérité, elle est au bout du tunnel. Ça prendra, vous cheminerez le temps qu'il faut, ça prendra du temps, parce que c'est normal que ça prenne du temps. De temps en temps, vous verrez peut-être une once à travers, parce que des fois, il y a peut-être une pierre qui est mal posée, il y a peut-être des petites lumières qui perceront dans le tunnel. Voilà, ça c'est tous les points de repère que vous pourrez effectivement, qui seront balisés sur ce tunnel-là. Mais au bout du tunnel, il y aura la lumière. Ça, c'est vraiment très important de pouvoir l'entendre parce qu'on n'y croit pas au début. On pense que toute notre vie, on va souffrir. On pense que toute notre vie, on souffrira toute notre vie, c'est pas la question, mais on sera dans une souffrance tellement intense, tellement forte qu'on sera en apnée toute notre vie finalement. On sera dans le noir toute notre vie.
Et ça, c'est pas la vérité. Heureusement qu'on finit par survivre et vivre ensuite. Pour les personnes qui elles se demandent si elles sont normales dans leur processus du deuil, qui ont un petit peu plus cheminé, qui ont des réactions peut-être un petit peu difficiles, vous allez réussir à surmonter vos émotions. Alors quand je dis les surmonter, c'est en vous permettant de les accueillir, en vous permettant de les reconnaître, en vous permettant de ainsi les identifier et juste d'en prendre soin. En fait, toutes nos émotions sont là pour nous passer un message et elles nous délivreront un message tout le long du processus du deuil qui durera des années ou toute une vie. Donc, quoi que l'émotion, peu importe l'émotion qui vient, alors j'ai envie de dire comme moi il y a 3 jours en pleurant pendant des heures et des heures, au bout de 3 ans et demi, mais finalement tout est normal. Donc on prend une chaise dans l'image, on invite l'émotion à s'asseoir autour de nous, à nous tenir compagnie et à échanger avec elle. Pourquoi je ressens de la tristesse à ce moment-là? Pourquoi je ressens de la colère à ce moment-là? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que tu es venu me dire? Pourquoi je ressens ça? En fait, ça va être une discussion intérieure qui va nous permettre, nous, de ne pas la mettre à l'écart, de l'accueillir et de la vivre avec intensité. Et ça, c'est absolument nécessaire pour cheminer dans notre processus de deuil, parce qu'elles seront toujours là. Comme je l'ai dit tout à l'heure, elles viennent, elles partent, et elles finiront par s'adoucir. À partir du moment où elles nous tiennent compagnie, elles sont beaucoup plus douces. Et j'aime bien aussi cette image cette phrase, entre la douleur et la douceur, il n'y a qu'une lettre. Moi, je peux vous assurer que la douleur finira par se transformer en douceur. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Toute la douleur que je ressentais pour Angelina, maintenant, c'est de la douceur. C'est voilà, mon deuil, il est doux. Il est plus aussi difficile, aussi violent qu'avant. Il devient doux, en fait. Donc voilà. Et le dernier message, c'est peu importe ce que vous vivez, vous ressentez, vous êtes les pères et les mères de cet enfant-là. Tout ce que vous vivez, ressentez, finalement, c'est normal, c'est légitime. Votre deuil est légitime, peu importe le stade de la grossesse. Ça, je pense vraiment que c'est important de le dire, le redire, parce que les définitions de l'OMS, ce n'est qu'un point de vue scientifique. Dans notre cœur de parents, nous savons que nous sommes en deuil de la perte de notre enfant, et ce deuil-là, il est légitime. Et nos enfants, ils ont existé dans nos cœurs. Ils existeront grâce à nous, dans nos paroles, dans nos pensées. Et si ça peut rassurer certains, aujourd'hui, ils sont venus juste vivre dans nos cœurs. Voilà, moi je dis ma fille, elle est là, elle est dans mon cœur, c'est devenu sa place finalement. Donc ils sont jamais loin de nous. Je pense que ça c'est important, peut-être pour certains, de se dire que même si on les voit plus, on les sent. Ah Ellie, c'est trop beau ce que t'as dit. Tu es devenue thérapeute, et où est-ce qu'on pourrait te retrouver, peut-être pour une consultation, ou bien si on est trop loin, pour les réseaux, via les réseaux, où est-ce qu'on peut te trouver du coup? Alors vous pouvez me trouver effectivement donc en tant que consultation, j'assure les visios. Donc même si vous n'habitez pas du côté de Nice, quoique vous pouvez venir faire un tour, c'est très joli, même si vous ne vivez pas du côté de Nice, je tiens vraiment à accompagner les familles dans toute la France et même en Belgique, en Suisse, enfin au Canada, dans tous les... Je veux dire, ça va pas s'arrêter à ma ville. Donc ça c'est important aussi de le souligner, parce que c'est vraiment, ça me tient à cœur, c'est une démarche vraiment qui est importante pour moi, de pouvoir accompagner n'importe où les personnes. On a la chance d'avoir des technologies qui sont formidables, autant les utiliser à bon escient pour accompagner les gens. Et sinon, vous pouvez me trouver à Cagnes-sur-Mer. Si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi ou en savoir tout simplement plus sur moi, je vous laisse mon adresse, enfin mon site internet qui est publié officiellement depuis hier. C'est www.johanna, mon prénom, Joha2na, le petit tiret du 6, Querin, ça c'est plus difficile, Querin.com, justement pour pouvoir
discuter, échanger avec Je mettrai le lien. Entier. Je te remercie. Et par rapport aux réseaux sociaux, alors j'ai 2 réseaux sociaux plutôt actifs. Je vous donne donc le premier, on en parlait, c'est le site, la page Facebook Angelina et ses amis du ciel. Alors Angelina, ma fille, bien évidemment, et ses amis du ciel, c'est un nom qui a été soumis par une maman. J'ai trouvé ça plutôt symbolique. C'était beau, donc j'ai totalement validé cette idée-là. Et dans la symbolique, c'est vraiment Angelina, et puis de rendre hommage à tous ces petits amis qui auront une carte personnalisée. Ce site ne se tourne que vers ça, c'est-à-dire que voilà, on est sur cet accompagnement en hommage collectif et personnalisé. Et sur Instagram, vous pouvez me retrouver sur la page @le deuil périnatal, en un seul mot. Et là, c'est une page différente parce qu'effectivement, on traite vraiment du deuil périnatal, on libère les tabous, on brise le silence, j'accompagne, je dis on parce qu'il y a que moi, mais mais c'est vrai que c'est aussi les témoignages des personnes qui sont publiés sur ma page qui permettent aussi de pouvoir s'identifier et de sensibiliser au deuil périnatal. C'est une page sur laquelle je suis hyper active. J'essaie de lever un petit peu le pied, mais qui marche très très bien et qui permet d'apporter d'après les messages que je lis régulièrement, qui permet d'apporter du réconfort aux parents parce que justement ils se sentent compris et reconnus dans leur deuil à travers mes posts. Merci beaucoup Johanna. Merci de ton témoignage. C'est pas facile. Merci de t'être livré à nous et d'être ouvert à nous. Je te souhaite beaucoup de bonheur et puis une belle continuation à toi. Merci beaucoup Sophia. Vraiment, je tenais aussi à te remercier pour ton podcast. C'est une idée mais totalement ingénieuse. Vraiment, je pense qu'on a tous besoin d'avoir des supports différents pour pouvoir, nous en tant que parents, être compris et reconnus dans notre deuil. C'est des mots, toujours j'emploie, mais c'est tellement les mots pour moi essentiels pour cheminer et sensibiliser bien évidemment notre entourage et aussi les pouvoirs publics, la société, le corps médical à la réalité du vécu du deuil périnatal. Je te souhaite aussi énormément de bonheur et de réussite dans ce projet-là qui te tient à cœur et où je te sens très épanouie et très investie. Je te souhaite à toi et à toutes les personnes qui nous écoutent de trouver cette lumière-là au bout du tunnel. L'ombre et la lumière seront toujours là, coexisteront, mais je pars du principe qu'il y a toujours des belles couleurs de l'arc-en-ciel qui viendront adoucir nos lendemains. Donc voilà, je te souhaite beaucoup de lumière et de paix sur ton cheminement et je ne peux que envoyer des milliers de pensées à Adam. Merci Johanna. C'était A French Speaker. Si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à ajouter un petit pouce bleu ou 5 étoiles pour m'encourager. Dis-moi également ce que tu en as pensé, ce que tu as ressenti ou bien si ça a changé ta perspective au niveau du deuil périnatal. Je te dis à très vite pour un nouveau podcast et en attendant, n'oublie pas, tu n'es pas seul.